Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Merci à vous d'abord. Merci à notre université, Blaise Pascal. Merci à vous d'être venus écouter ce que je vais vous dire à propos de mon pays et de sa révolution, à propos aussi de mon ouvrage peut-être. Je ne sais pas si je vais en parler longtemps. Et je vais essayer de placer mon propos dans un cadre, comme disent les littéraires, intimiste, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas faire une grande conférence. Je vais plutôt essayer de mener, enfin de participer à une conversation. Et c'est-à-dire que je vais essayer de garder la parole le moins possible. Et donc après, je vais essayer de répondre à vos questions. Et voilà, donc je vais essayer de dire le moins de choses possible et les choses peut-être les plus intéressantes pour quelqu'un qui cherche à comprendre en fait ce qui se passe dans ce pays depuis le 17 décembre 2010. Alors, avant de parler justement de ce qui s'est passé depuis 2010, je vous ai amené, je vais vous faire don d'une carte postale de la Tunisie, en fin de compte. Je me suis dit qu'avant tout, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils aient une idée de ce pays. Et donc, je vous ai amené une carte postale, non pas de Sidi Bou ou de Hammamet ou des lieux hautement touristiques, mais de la Tunisie elle-même. Autrement dit, je vais essayer de vous présenter, et là, libre à vous de prendre, je me suis dit qu'après tout, il faut qu'il sorte de cette rencontre avec quelque chose de concret, et il faut qu'il... Bon, donc, j'ai amené cette carte que j'ai fabriquée de mes mains, de la Tunisie, en chiffres, en quelque sorte. Je dois vous dire qu'est-ce que c'est, en fait, quelles sont les propriétés, les données, les caractéristiques essentielles de ce pays. Et c'est peut-être à partir de là qu'on pourra comprendre ce qui s'est passé. En fait, pourquoi il y a eu une révolution. Et donc, je commencerai par vous donner justement ces chiffres, et qui est une présentation concrète, en quelque sorte, chiffrée de la Tunisie. Et puis, donc, je parlerai des événements. Je parlerai peut-être un peu de mon ouvrage, c'est-à-dire un peu la partie théorique sur laquelle je ne vais pas m'arrêter longtemps, mais et je reviendrai après justement à peut-être que je ferai la passe sur l'aspect spéculatif, parce qu'après tout c'est pas très important. Si vous voulez, on reviendra là-dessus lors de la discussion. Mais concentrons-nous d'abord sur les faits et les événements. Alors, la Tunisie est un petit pays, un pays pas riche, pas très pauvre, n'est-ce pas? Les chiffres vont le montrer. C'est un petit pays dont la superficie est située à peu près à 165 000 km². Donc, ça ferait une petite wilaya de l'Algérie voisine, n'est-ce pas? Et un territoire assez limité. Et qui plus est, en fait, dévoré en grande partie par le désert et les steppes, c'est-à-dire les zones arides. De sorte qu'il n'en est qu'une partie cultivable et habitable, en fait, qui est évaluée à 32% du territoire national. La population tunisienne est estimée évaluée, n'est-ce pas, avant la Révolution, c'est-à-dire dernier recensement national qui a eu lieu, je crois, autour de 2008, à 10 millions d'habitants, et on estime aujourd'hui qu'on serait à 12 millions d'habitants. Et ce qui fait une densité, donc ces 12 millions distribués sur les 32% du territoire, fait une densité très très élevée et qui est de l'ordre de 62 habitants par kilomètre carré. Et c'est une population jeune, c'est pas,
qui est encore féconde, mais qui le devient de moins en moins, puisque le taux de natalité est de 2% en 2010, à la veille de la Révolution, alors qu'il était de 3,4 en 1994, c'est-à-dire 14 ans après, à peu près, donc une vingtaine d'années avant, 24 ans avant. Ou plutôt, je calcule mal, de plus de 16 ans, on veut dire, 16 ans avant. Et si on revient un peu en arrière, eh bien, on trouvera un taux beaucoup plus important. De sorte que la Tunisie est une population, le peuple tunisien est une population vieillissante en fin de compte. Et en plus, il a été l'objet d'une limitation drastique par une campagne qui a été adoptée par le pouvoir à la fin des années 60, en fin de compte, même un peu avant le début même des années 60, qui a été une campagne de planification des naissances, où justement on a opéré lourdement justement pour réduire le flot et la pression démographique. Ce qui fait que les Tunisiens trouvent qu'aujourd'hui, cette politique qui était à l'époque contestée, plus ou moins, disons doucement contestée, a été en fait assez bénéfique, puisque au lieu d'être 12 millions aujourd'hui, on aurait pu être le double, sinon le triple. Ce qui aurait posé, bien sûr, des problèmes inextricables. Alors, cette population, comment elle se distribue du point de vue économique? Eh bien, il y a signalé d'abord qu'il y a à peu près 1 million d'immigrés tunisiens. Ensuite, la population active sur place est évaluée à 4 millions, dont, élément important, 30% de femmes, qui se distribuent sur les secteurs suivants. L'agriculture en occupe à peu près 20%, 18%. L'industrie, c'est-à-dire tous les secteurs de production artificielle, les mines, l'énergie, le bâtiment, le mécanique, l'électricité, etc., occupe 32% de cette population. Et puis ensuite, le grand secteur de l'économie tunisienne, celui qui emploie le plus de main-d'œuvre, plus de salariés, c'est le commerce et les services qui occupent 50% de la population. Ce qui fait un taux de chômage calculé à partir de 15 ans qui s'élève à quelque chose comme 14,2%, disons 14%. Et cette population se distribue géographiquement de la manière suivante. Et c'est cela le phénomène le plus remarquable quant à la géographie, quant à l'économie, quant à la société tunisienne. Et puisque justement 65% de la population sont entassés sur les frontières septentrionales, en quelque sorte, de la Tunisie, et essentiellement sur les frontières, sur les côtes, pas ce qu'on appelle la bande littorale, la bande du littoral, n'est-ce pas? 65% de la population sont concentrés sur cette bande, alors que le reste se distribue à l'intérieur du pays, dans les régions de l'intérieur. Et donc, la distribution est à peu près égale. Et 17% au nord jusqu'au centre et 18% du centre vers le sud. Et voilà donc pour ce qui est des données démographiques. Alors, j'aimerais aussi vous donner des éléments concernant l'économie tunisienne, ce qui est la chose la plus importante. Et vous savez que, en fait, c'est Marx qui dit que c'est l'économie qui est déterminante en dernière instance. Donc, à mon avis, tout ce qui s'est passé en Tunisie est en fait l'effet de cette structure économique dont j'aimerais vous dire quelques mots. Alors, la structure de l'économie tunisienne se présente de la manière suivante. Les chiffres sont calculés par rapport au PIB, par rapport au produit intérieur brut. Alors, nous avons l'agriculture et la pêche qui occupent 12%, qui apportent 12% du produit intérieur brut, du PIB. L'industrie, toutes branches confondues, occupe 34%. Et, corrélativement à ce qu'on a vu tout à l'heure, corrélativement à la distribution de la population, les services et le secteur informel, qui est très important dans l'économie tunisienne, en tout cas, l'ensemble, services plus secteur informel, occupe 54% rapporte 54% du produit intérieur brut.
Quelques données sur cette économie. Qu'est-ce qu'on appelle industrie chez nous? Eh bien, nous appelons industrie, les économistes tunisiens appellent industrie, les mines, l'énergie, le textile, le cuir, l'agroalimentaire, mais aussi le bâtiment, la mécanique, l'électricité, etc., les nouvelles technologies, etc. L'industrie est estimée, regroupée, ou se constituer plutôt, d'à peu près 10 000 entreprises, offrant quelque chose comme un demi-million de postes d'emploi, 550 000 exactement. Donc, il faut le retenir, 2000, c'est-à-dire à peu près le cinquième, d'entreprises étrangères, totalement ou partiellement. C'est-à-dire soit appartenant à des exploiteurs étrangers, soit appartenant à une société mixte, n'est-ce pas, tuniso-étrangère, tuniso-allemande, tuniso-française, tuniso-italienne, etc., etc. Et voilà pour l'industrie. Alors, pour le secteur qui est le plus important, justement, qui occupe 54% du PIB et qui emploie à peu près 50% de la population active, eh bien, qu'est-ce qu'on appelle service chez nous? Eh bien, on appelle service chez nous d'abord les transports. Tout transport confondu, aérien, maritime, terrestre, etc., qui occupe le premier poste, celui avec à peu près 30% de l'ensemble. Le commerce représente le quart, à peu près 25% de l'ensemble. Et puis, nous avons divers, comme par exemple le tourisme, qui occupe 14%, les finances, qui occupent, c'est-à-dire le secteur financier, les services bancaires et tout, qui occupent à peu près 10% de l'ensemble. Voilà donc l'essentiel. Bien sûr, l'agriculture, je n'ai pas besoin d'en parler, vous pouvez imaginer justement de quoi il s'agit. Alors voilà donc les grands secteurs essentiels, les secteurs essentiels de la Tunisie. Et quant aux échanges avec l'extérieur, la balance commerciale de la Tunisie est souvent déficitaire. Elle s'appuie justement, c'est un pays qui exporte beaucoup plus qu'il n'importe, c'est l'inverse, qui importe beaucoup plus qu'il n'exporte, donc c'est une balance déficitaire, mais qui s'appuie pour réduire ce déficit essentiellement sur l'exportation de matières premières, essentiellement le phosphate. La Tunisie est un grand producteur de cette matière, mais aussi sur l'exploitation de produits industriels, finis ou semi-finis, comme l'agroalimentaire, le textile joue un rôle important, les produits mécanisés, etc. Semi-finis, dont certains éléments sont importés, etc., montés sur place, exportés vers des pays d'Afrique, etc., vers les pays du Maghreb, etc. Et là, la Tunisie s'appuie aussi pour éponger effectivement son déficit sur l'immigration. L'immigration joue un rôle important, fondamental même dans l'économie tunisienne. Et c'est justement le cas, effectivement, elle intervient surtout, effectivement, dans la compensation, dans elle intervient surtout pour éponger le déficit de la balance des paiements, voyez, puisque justement, la Tunisie exportant peu, quelques produits finis, de la matière première qui est généralement au bon marché, eh bien, compte beaucoup sur l'apport de devises de l'étranger, apport qui lui provient essentiellement des immigrés et des touristes. Et c'est justement cette masse monétaire, cette masse de devises qui va lui servir effectivement pour essayer d'équilibrer la balance à la fois commerciale et de paiement. En fait, la Tunisie, l'économie tunisienne n'est pas très, comment dire, elle ne souffre pas beaucoup justement de ce déficit, puisque justement c'est une économie classée saine,
par les économistes, puisque justement elle observe un taux annuel de 5% de croissance, qui est soutenu surtout par les secteurs nationaux, par les secteurs de production nationale, c'est-à-dire l'agriculture, le phosphate et le bâtiment, les trois grands secteurs où justement il y a une forte demande étrangère ou nationale, mais là où il y a aussi une forte concentration de main-d'œuvre bon marché, qui fait que justement la Tunisie arrive effectivement à, comment dire, raflant l'État, en faisant une plus-value de plus en plus importante sur cette main-d'œuvre, il arrive à quand même pousser le taux de croissance à des chiffres respectables. Par exemple, en 2009, c'est-à-dire au sommet de la crise, la croissance a diminué, certes, mais elle s'est maintenue au niveau de 3%, plus exactement 3,1%, alors que l'économie mondiale était en récession totale, et cette récession atteignait moins 0,6%, et alors que l'économie de la zone euro indiquait moins 4,1% de croissance. Dire donc que nous étions à 3,1%, c'était quand même quelque chose qui relevait presque du miracle. Et pourquoi qu'est-ce qui fait la force, en fin de compte, de l'économie tunisienne? Eh bien, ce qui fait la force de l'économie tunisienne, c'est d'abord l'agriculture. L'agriculture qui est en fait un élément très fluctuant, puisque justement, d'une année à l'autre, nous passons de la pauvreté à la richesse. Par exemple, en 2009, la Tunisie a été sauvée, alors que tous les indicateurs, je le donne dans mon ouvrage, tous les indicateurs étaient au rouge, étaient au négatif. Eh bien, on a eu la chance d'avoir eu une récolte céréalière tout à fait exceptionnelle. Et donc, ça a été la même chose. Je ne parle pas d'après la Révolution, mes chiffres datent donc d'avant la Révolution. En 2011 aussi, nous avons observé le même phénomène. Nous avons été sauvés de la banqueroute par une bonne récolte agricole. Et donc c'est là le premier facteur qui nous sauve ou nous condamne, en fin de compte. Et puis, il y a la demande intérieure qui est à peu près constante, n'est-ce pas, et qui touche aux secteurs fondamentaux, tels par exemple, bien sûr, l'agriculture, mais aussi le bâtiment, qui est un axe fondamental de l'économie tunisienne. Et vous remarquerez que tous ces secteurs, n'est-ce pas, que ce soit le phosphate, que ce soit l'agriculture, que ce soit le bâtiment, sont des secteurs où il y a une concentration de main-d'œuvre, une concentration exceptionnelle de main-d'œuvre, et où cette main-d'œuvre est la moins payée de la population tunisienne, de toute la main-d'œuvre nationale, mais peut-être aussi de toute la main-d'œuvre du monde. Voilà ce qui permet effectivement de maintenir cette tenue, en fin de compte, assez respectable sur le plan international. C'est ce qui fait que la Tunisie n'a jamais eu de problème de dette, d'emprunt jusque-là. Vous voyez. Et d'ailleurs, maintenant, elle commence à en avoir. Vous voyez. Maintenant, nous avons des ennuis pour le gouvernement qui est venu après la Révolution a de plus en plus de nuits, puisque justement, depuis la Révolution, ces trois secteurs ont été touchés d'une manière, et surtout le phosphate, on est resté à peu près 6 mois sans exportation. Il y a eu une occupation des locaux, des terrains d'exploitation, des machines par les ouvriers pendant au moins 6 mois. Et ça a été c'était vraiment l'une des plus grandes catastrophes qui nous est arrivée depuis la Révolution. Un dernier élément concernant justement cette économie, l'économie tunisienne bénéficie aussi d'une forte épargne nationale.
qui tourne, un chiffre très, très respectable, qui tourne autour de 22% et qui couvre 89% à peu près des besoins en investissement national. Autrement dit, ce qui caractérise le peuple tunisien, c'est cela, c'est travailler plus, consommer moins, épargner plus. Voilà, donc c'est un peuple qui travaille, c'est un peuple qui épargne 22% de ses revenus et qui consomme le moins possible, qui vit avec le minimum. Et c'est là, donc, l'une des conséquences, l'une des raisons, justement, qui ont poussé cette population, qu'on comprimait d'un côté et de l'autre, du côté du salaire et du côté de l'épargne, du côté du revenu et du côté de l'épargne, puisque justement les Tunisiens n'épargnent pas pour épargner, ils n'épargnent pas pour le plaisir, mais ils épargnent sur la nécessité, pour satisfaire aux exigences les plus importantes. Et l'une des plus importantes exigences de la Tunisie, c'est le logement. Les Tunisiens sont propriétaires de leur logement à un taux de 80%. Et donc, et ceux qui ne le sont pas ne rêvent que de cela. En fait, une bonne partie de l'épargne est en fait un épargne logement. Et ce qui fait qu'effectivement, les Tunisiens se trouvent en fait avec la cherté des prix, avec la croissance continue des exigences, et ils se trouvent de plus en plus poussés justement. Jusque-là, jusqu'à 2010, ils se sont tus. Bon, il y a eu pression de tous côtés qu'ils ont accepté au peuple, au point où nous, les militants, les intellectuels, etc., nous avions en quelque sorte désespéré de ce peuple qu'on appelait esclave, en reprenant un mot de Diderot, vous voyez. Malheureusement, mais un beau jour, un jour que personne n'attendait, eh bien, voilà, il a éclaté. Il a éclaté sous cette pression continue. Eh bien, il en est venu à la limite. Et la limite, ça a été l'immolation par le feu. Voilà, donc, ce qui a provoqué, à mon avis, et selon mes analyses dans mon ouvrage « La Révolution », ce sont donc les éléments suivants. Premièrement, cette puissance, cette force, cette compression qui s'exerce sur la situation des citoyens, sur la vie de la famille, sur les projets de son épanouissement, de son habitat, de sa consommation, etc. Deuxième élément que j'ai signalé tout à l'heure, à savoir ce grand déséquilibre entre deux pays. En fin de compte, la Tunisie est divisée en deux pays. Le pays de l'étranger, la vitrine qui est offerte en quelque sorte aux touristes, aux investisseurs, et qui se concentre autour sur ce que les géographes appellent la bande du littoral, de Bizerte jusqu'à Gabès, qui, comme vous l'avez vu, totalise plus de 60% de la population. Vous voyez, et un pays légué à lui-même, légué au chômage, légué à la misère, légué à l'agriculture, légué aux travaux des mines, etc. Vous voyez, et qui vit à tout un autre monde, tout un autre âge, vous voyez, et qui partage d'autres valeurs, etc., etc. Alors, ces deux Tunisies ont coexisté. En fait, depuis l'indépendance, on a fait ce choix. Depuis l'indépendance, on a fait ce choix de développer une bande de la Tunisie qui a représenté la modernité, qui a représenté la laïcité, qui a représenté la liberté de la femme, qui a représenté les enseignements. Les établissements universitaires se distribuent exclusivement presque jusqu'à l'année où on a instauré l'université de, on a fondé l'université de Ndouba, c'est-à-dire à peu près 5-10 ans.
vous voyez. Et donc, la seule exception, c'était Kerouan, mais Kerouan, c'était d'abord une faculté de théologie, et puis une faculté des lettres. Donc, la Tunisie a vécu sur ce déchirement depuis l'indépendance, pour plusieurs raisons. D'abord, pour une raison internationale, puisque depuis son indépendance, la Tunisie a dû faire face à une situation économique désastreuse, et elle a dû recourir à des bailleurs de fonds, à la Banque mondiale, au FMI, etc., que sais-je encore, qui lui ont dicté un certain nombre de choses, qui lui ont donc imposé des directives quant à la restructuration de son économie. Et c'est ainsi justement qu'on a vu les pouvoirs publics se désintéresser relativement, presque dans une large mesure, de l'économie traditionnelle qui était représentée par l'agriculture et qui était en fait le pivot de la vie de l'économie tunisienne, et qui se concentrait dans les régions intérieures du pays, allant de Bizerte jusqu'à Kérouan, jusqu'à Sidi Bou, à peu près, jusqu'à Sidi Bou Saïd, jusqu'à Sidi Bouzid. Et donc, cette agriculture a été malmenée, en fait. Elle a été malmenée pendant au moins une décade, qu'on a appelée la décade des coopératives, de la coopération. Et donc, effectivement, c'est une période pendant laquelle on a essayé de regrouper les petits paysans pour ouvrir, en fait, l'agriculture à la recommandation de la Banque mondiale, c'était ça. C'était ouvrir la politique, une agriculture traditionnelle, une agriculture de subsistance, à un investissement capitaliste et à l'importation des matières, des moyens de production modernes. Autrement dit, il fallait importer de nouveau, des machines, des engrais, etc., etc. Or, comme les petits paysans n'étaient pas en mesure de le faire, il fallait, donc on a regroupé de force, n'est-ce pas, les petits paysans pour essayer effectivement d'ouvrir un marché, en fin de compte, sous le prétexte d'une modernisation de l'agriculture. Et on a résulté une catastrophe nationale, c'est-à-dire un exode rural énorme, immense, n'est-ce pas, qui a envahi effectivement les quelques villes du littoral, qui parallèlement bénéficiaient de toute la sollicitude du pouvoir, et surtout avec l'instauration d'un noyau industriel au Sahel, ce qu'on appelle les AMS, et l'édification la mise en place des premiers circuits touristiques encore sur le littoral, c'est-à-dire sur la bande allant de Hammamet à Sousse. Voilà donc ce qui a se restructuré, ce qui a donné le visage que nous avons aujourd'hui, contemporain de la Tunisie, et ceci depuis le début des années 60. C'est-à-dire depuis le congrès de 60, même avant, depuis l'instauration, depuis la prise au pouvoir par le premier gouvernement tunisien. Donc, c'est cette distribution, à la fois, cette dichotomie, en fin de compte, entre deux pays, et qui a fait effectivement que ce sont ces pays de l'arrière-pays, en fin de compte, ces régions de l'arrière-pays, qui, en fait, ont été à l'avant-garde des luttes depuis longtemps, d'ailleurs. Je rappelle qu'en 2008, il y a eu un grand soulèvement, qu'on a appelé le soulèvement du bassin minier, voilà. Et donc ça a été un vrai soulèvement, c'est tout un peuple, pas seulement des ouvriers, pas seulement des étudiants, c'est tout un peuple avec des familles qui sont soulevées, qui ont occupé les rues dans les villes, dans les petites villes et villages
du sud minier, et c'est une lutte très 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 dure qui a duré pendant des mois, et bien sûr qui a fini par la victoire du pouvoir sur justement ces masses révoltées. Et finalement, dont les dirigeants ont été arrêtés, comme d'habitude, bien sûr, emprisonnés, etc. Ben, si on revient un peu plus en arrière, bien on trouvera une série de luttes qui ont jalonné toute l'histoire moderne de la Tunisie, et à la tête desquelles se trouvent effectivement les mouvements de gauche, les mouvements d'extrême gauche, qui sont nés à l'université depuis le lendemain de l'indépendance. Aujourd'hui, cette année, nous sommes en train de fêter, un petit peu de pub, de propagande pour Perspective, le premier groupuscule gauchiste qui est né en 63, et dont nous fêtons aujourd'hui le cinquantenaire. Et depuis, justement, ce mouvement a connu des vagues de répression de plus en plus violentes, très violentes, puisqu'il y a eu des condamnations au bagne, des condamnations à 10 ans de travaux forcés, des prisons, des années de 20 ans d'années de prison, etc. etc. Et donc, ce mouvement qui a été réprimé, qui est né en 63, qui est réprimé en 68, qui a été une première fois en 67, ensuite 68, eh bien, a été comment dire, le creuset de militants et de combats, de luttes, jusqu'à fin des années, jusqu'à début des années 80. Et il a continué sous d'autres formes dans la clandestinité, etc., etc. Le dernier arrêté a été l'un des dirigeants de cette gauche, n'est-ce pas, qui s'est éparpillé, qui a connu la répression, qui est né, qui est rené, qui a vu des divisions, des subdivisions, mais qui a toujours été là pour animer justement les luttes, que ce soit au niveau de l'université, que ce soit aussi au niveau du milieu ouvrier, puisque beaucoup d'entre justement ces militants se sont en quelque sorte en particulier nos collègues d'enseignement secondaire ont été très proches du milieu ouvrier, du milieu syndical, et ils ont animé. Bref, donc c'est ce mouvement de gauche et d'extrême gauche sous diverses variétés, sous diverses couleurs, qui a tenu en quelque sorte la dragée haute au pouvoir despotique depuis sa naissance, et qui a fini, en fin de compte, par jouer un certain rôle. Parce que si l'on essaie de comprendre ce qui s'est passé du 17 décembre au 14 janvier, c'est-à-dire pendant cette période qui a fait la Révolution, donc maintenant j'en viens à parler directement de la Révolution, et à présenter donc ma manière de la comprendre. Ce qui s'est passé, en fait, c'est une jonction entre deux grandes institutions qui ont fait l'histoire de la Tunisie, qui ont résisté au pouvoir depuis sa naissance, et qui sont l'université et le GTT, c'est-à-dire la centrale syndicale. Pourquoi le GTT et pourquoi l'université d'abord? L'université que je salue en passant, à laquelle je continue à appartenir. Eh bien, parce que l'université de Tunis a été l'objet d'abord d'une division, subdivision à travers les régions, pour essayer d'absorber le flux de bacheliers qui, chaque année, se présentaient par des dizaines et des dizaines de milliers. En 2010, l'université donc a vécu une sorte d'hypertrophie depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, elle a été obligée d'accueillir une masse de bacheliers, une masse d'étudiants, qu'elle n'était en mesure ni d'accueillir, ni d'encadrer, ni encore moins de former. Autrement dit, il y a eu une politique de banalisation de l'université, de massification de l'université,
qui a fait que, qui a été en quelque sorte corollaire et qui a été accompagné d'une massification, vous allez dire, d'une banalisation de la vie et d'une paupérisation, plus exactement, de la vie étudiante. Les étudiants sont devenus de véritables parias, pas des gens qui n'ont pas où loger, qui n'ont pas quoi manger, qui se mettent à 2, à 3 pour un plateau à la cité universitaire, au restaurant universitaire, qui cherchent des petits... Mais bien sûr, pas qu'en France, on n'est pas en France, les petits boulots, ça n'existe pas, puisque tout le monde est en chemin et tout le monde cherche les petits boulots. Donc les étudiants vont... Je me rappelle que moi j'avais des étudiants qui avant de devenir acclamant, j'avais des étudiants qui allaient faire les chantiers de bâtiments pendant les vacances d'été, pour essayer donc comme on dit en France, de financer leurs études. Bref, donc l'université a été galvaudée, elle a été presque détruite en fin de compte, puisque dans ces conditions, le niveau intellectuel, le niveau d'enseignement ne peut que baisser. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, moi personnellement, je suis à Clermont depuis 15 ans. Donc, parce qu'on a résisté, on a lutté contre cette destruction de l'université, mais on l'a vécu, on l'a vu, on l'a pratiqué de nos mains. Et finalement, beaucoup de collègues, d'ailleurs je ne suis pas le seul, donc beaucoup de collègues qui n'en pouvaient plus, ils sont partis qui en Belgique, je ne sais pas. Et donc, en fait, on s'était lavé les mains de l'université. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé la chose suivante, c'est que ces étudiants qui sortaient par des dizaines de milliers, je vous donne un chiffre, 2010, vous trouvez le chiffre de mon ouvrage, en 2010, par exemple, les universités tunisiennes, qui sont 13, plus un nombre d'instituts de technologie, je crois qu'il doit atteindre le nombre de 30, et qui doit avoir une trentaine de ce genre d'instituts, plus 13 universités avec différentes branches. Eh bien, par exemple, en 2010, les universités tunisiennes ont enregistré quelque chose comme 360 000 étudiants. Pour un pays, comme vous le voyez, dont la population est tout à fait réduite, et dont les moyens sont tout à fait réduits, et donc qui se trouve en quelque sorte obligé de faire face à un fléau qui menace en fait son intelligence, qui menace son avant-garde, qui menace son intelligentsia, et donc qui représente une gravité immense, n'est-ce pas, Alors, cette banalisation de l'université, cette massification de l'université a produit chaque année, bien sûr, des centaines de diplômés, nous avons, à la veille de l'indépendance, on tournait autour de 140 000 diplômés sans emploi. Or, ce sont justement ces étudiants en chômage ou ces diplômés chômeurs qui ont été à l'avant-garde de la révolution. Ce sont eux qui ont toujours animé les luttes à l'université, dans le cadre du syndicat étudiant, le syndicat unique, UGET, qui a été, depuis sa fondation pendant les années 60, une sorte de creuset d'opposition à, comme je l'ai dit tout à l'heure, au pouvoir en place, pas? Donc c'est l'université qui est en réalité le foyer des idées, le foyer des projets, le foyer des aspirations à la justice, à l'égalité, etc., etc., qui produit chaque année des étudiants porteurs de ces idées et de l'idée qu'ils représentent la crème de la Tunisie, et qui se retrouvent dans des conditions socio-économiques désastreuses. Eh bien, c'est ce milieu qui a cultivé un mécontentement continu, qui a été en mesure d'épauler le premier incendie
de le travailler, de le développer, de lui donner une dimension nationale. Faut-il souligner que le Bouazizi, le vendeur de fruits et légumes et qui s'est immolé à Sidi Bouzid n'était qu'un autre lycéen, chômeur, ayant une famille à la charge, etc., etc. Donc c'est toute cette frange de la jeunesse cultivée qui a constitué le fer de lance des luttes depuis longtemps, depuis la fondation de l'université, en fin de compte. Et parce que justement sensible aux injustices, parce que sensible aux inégalités, parce que, etc., refusant justement la dictature, refusant le despotisme, revendiquant son droit à la parole, revendiquant son droit à la démocratie, revendiquant son droit à intervenir dans la destinée, dans l'avenir de son pays, dans le choix, dans les grands choix politique, n'est-ce pas, qui a toujours cherché un moyen de porter atteinte au despotisme et qui a trouvé justement cette occasion favorable pour s'engouffrer donc dans cette histoire, en fin de compte, et inventer donc une nouvelle société. Et voilà, ceci d'un côté. De l'autre, il y avait effectivement l'organisation syndicale, la centrale syndicale, qui s'est distinguée depuis très longtemps par des luttes héroïques, en quelque sorte, contre le parti unique et contre le despotisme, contre le pouvoir en place, qui a toujours essayé, en quelque sorte, de la domestiquer et d'en faire, plutôt qu'une organisation de revendication de masse, une organisation d'encadrement des masses et une organisation d'embrigadement de la classe ouvrière. En fait, le GTT elle a vécu plusieurs crises, une crise en 65, une crise en 78, pendant laquelle j'ai eu l'honneur d'être arrêté avec mon épouse, et c'était ma deuxième arrestation d'ailleurs, la troisième et dernière, et donc en 78, en 85 aussi, elle a vécu. Autrement dit, elle a toujours été l'objet d'assauts continus de la part du pouvoir en place pour la domestiquer et en faire un instrument d'embrigadement des ouvriers, pour maintenir des salaires bas, pour maintenir une dictature dans les entreprises, pour maintenir l'arbitraire du capital, etc., etc., etc. Ce sont donc ces deux axes, l'axe de l'université et l'axe des travailleurs, on va dire, comme Arlette, pas, qui se sont rencontrés un jour, ce qui est une sorte de miracle, puisque justement la révolution, comme je le soutiens de mon ouvrage, est une sorte de chef-d'œuvre, une sorte de miracle, qui n'arrive pas tous les jours, dont on ne connaît précisément pas la causalité, qui n'obéissent certainement pas à la causalité que nous connaissons, c'est-à-dire la causalité mécanique, selon laquelle une cause produit nécessairement un effet, un ensemble de causes produisent nécessairement un effet. En fait, il s'agit d'une causalité complexe, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure dans mon cours sur le darwinisme. Eh bien, d'ailleurs, je cite dans le texte Darwin, et à mon avis, c'est justement ce genre de choses, ce genre de schéma explicatif qui est le plus approprié à nous faire comprendre des phénomènes humains aussi complexes que l'université. Et en fait, il s'agit d'une rencontre fortuite entre plusieurs causalités, entre plusieurs déterminismes. Je vais vous donner un exemple très, très, très simple et très intéressant qui est donné par Darwin dans son célèbre ouvrage L'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle. Darwin cite un exemple de deux ouvrages, d'un terrain, un terrain vague, auquel, dit-il, jamais la main de l'homme ne touchait,
et qui a été partagé en deux parties, dont le parti, on va dire, qui a été vendu, l'acquéreur, et l'acquéreur est venu, en quelque sorte, voilà, arboriser, protéger en tout cas. Bon, Darwin parle d'une clôture. Vous voyez, eh bien, une partie est restée ce qu'elle était, c'était un terrain vague, et la seconde a été clôture, a été, voilà, disons, limitée par une clôture. Alors, Darwin dit la chose suivante. Le simple fait que cette portion de terrain a été clôturée, eh bien, on y a vu apparaître une forêt de plantations et une nuée d'animaux qui sont venus s'installer là-dessus. Alors que l'autre partie a continué à subsister comme terrain aride, ne produisant rien du tout. Eh bien pourquoi ? Eh bien parce que justement cette clôture a été l'objet à protéger le terrain, dans lequel le vent avait apporté des semis qui étant protégés du vent, des bêtes, etc., ont eu le temps justement de germer. Et on a eu donc une première végétation, dont des herbes ont poussé. Sur ces herbes sont venues s'installer des graines d'arbustes emportées par le vent, qui ont trouvé asile sur ces donc il y a une végétation au bout de quelques temps, une végétation assez riche. Là-dessus se sont installés des insectes, bien sûr, attirés par la floraison, attirés par la récolte, n'est-ce pas ? Et sur ces insectes sont venus s'installer des populations d'oiseaux insectivores, etc., etc., etc. On peut continuer la série. Sur ces animaux insectivores sont venus s'installer des rapaces, des oiseaux rapaces, et sont venus s'installer de petits animaux qui se nourrissent effectivement d'oiseaux, etc. Et donc, toute une vie, tout un monde vivant est venu s'installer. Eh bien, le problème, c'est que pour un philosophe ou pour un savant, la question se pose. Y a-t-il une relation entre une clôture et des oiseaux qui viennent s'installer, ou des insectes qui viennent, ou une végétation? Eh bien, il n'y a aucun rapport entre la clôture et les rapaces qui sont venus s'installer sur cette lande, en quelque sorte. Et il n'y a aucun rapport entre la clôture et les insectes. Il n'y a aucun rapport entre. Ce n'est pas la clôture qui produit les végétaux. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a aucun rapport de causalité directe, comme dirait un physicien. Vous voyez ? Et pourtant, tout cela a eu lieu. Vous voyez ? Autrement dit, la clôture a été une occasion, dirait Malebranche, une cause occasionnelle. Mais je détourne justement le concept malbranchiste de son sens initial. Disons un prétexte, vous voyez, une cause indirecte, d'accord, qui a permis la rencontre de plusieurs déterminismes indépendants, les uns des autres. D'accord. Or c'est cela une révolution. Une révolution, c'est une rencontre fortuite, contingente, inattendue, que personne n'attendait. Une rencontre fortuite, contingente, d'une série de déterminismes. De ce qui se passait au niveau de l'université, de ce qui se passait au niveau de l'UGTT, de ce qui se passait au niveau de l'appareil despotique, la police et parapolice, etc., de ce qui se passait au niveau de l'armée, de ce qui se passait au niveau des pressions internationales, etc., 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 etc. Car tous ces facteurs qui sont tout à fait étrangers les uns aux autres. Quel rapport y a-t-il entre la production de chômeurs par notre université et ce que les Américains ont demandé à Ben Ali? Et quel rapport y a-t-il entre les luttes, l'histoire du CT et la position qui a été prise par l'armée de ne pas intervenir pour tirer sur la foule? Et en fait, une série d'éléments, une série de... Bien entendu, si on prend chaque déterminisme à part, bien on pourra l'expliquer par le facteur déterminé, par l'histoire
de ce facteur. Bien sûr, ce qui s'est passé, le deal, la position qui a été à partir du 10 décembre, eh bien, elle s'explique par toute son histoire de lutte contre le pouvoir. Et d'ailleurs, elle ne prévoyait. Personne ne pouvait prévoir ce à quoi allait aboutir. Mais l'UJT a pris une position qui est cohérente avec toute son histoire. Le déterminisme de l'université, bien, s'explique par ce que j'étais en train de dire, par la paupérisation de l'université, par cette révolte sourde, cette colère sourde et rentrée, en quelque sorte, d'étudiants qui n'avaient aucun avenir et qui n'avaient même pas de formation, qui n'avaient même pas de bibliothèque pour etc., etc. Vous voyez ? Et donc, chacun des déterminismes a sa propre causalité, en quelque sorte, et sa propre causation. Mais le miracle, c'est de les réunir. Bien sûr, si on prend l'histoire de l'armée, pourquoi elle a refusé d'intervenir? Eh bien, elle a aussi son histoire, elle a son déterminisme, elle a ses raisons, elle a ses causes, qui ont fait que, justement, elle a accepté d'intervenir plusieurs fois. L'armée tunisienne n'est pas du tout innocente, malgré ce qu'on m'a dit une autre fois dans une conférence. Eh bien, elle a bien du sang sur les mains. Elle est intervenue justement en 1978, lorsque nous étions encerclés dans les locaux de l'UJT. Elle a tiré sur les manifestants. Et donc, voilà, on a à peu près, je crois, qu'il y a eu 400 morts en 1978. Et donc, pourquoi, d'un seul coup, elle a refusé de jouer ce rôle, ce sale rôle que le pouvoir despotique, lui, on peut l'expliquer, bien sûr, on peut l'expliquer par les équilibres internes de l'armée, n'est-ce pas, par les prétentions des uns et des autres, par, ce que Hegel appellerait les volontés accessoires, qui s'inscrivent dans une volonté générale, n'est-ce pas, dans un déterminisme général, et qui finissent par, faire l'histoire, en fin de compte. Et donc, bien sûr, chacun de ces facteurs qui, voilà donc comment la révolution a eu lieu. Eh bien, elle a eu lieu par grâce à ces trois grands facteurs: l'UJT, les ouvriers, les étudiants, l'armée qui a refusé d'eux. Et bien entendu, l'environnement, le peuple tunisien, qui en avait marre, effectivement, des privations, qui en avait marre de la répression, qui en avait marre de la dictature, etc., des abus, etc., d'une inégalité. C'est de ces deux mondes, n'est-ce pas, qui coexistent et ne se reconnaissent pas. C'est un monde de richesse relative, bien sûr, mais bien sûr relativement à ceux qui n'en ont rien, et qui constitue la masse, effectivement, du peuple de l'intérieur. Ce grand déséquilibre a été pour beaucoup, justement, ce n'est pas du tout un hasard, que la révolution soit née à Sidi Bouzid, qu'elle se soit étendue à Gasserine, et qu'elle soit remontée vers le nord-ouest, n'est-ce pas, de la Béja, à Jendouba, etc., et qu'elle soit pour s'étendre après et gagner les grands centres ouvriers, etc., salariés, la grève générale de Sfax a été déterminante dans cet événement, et puis le lendemain, c'était le soulèvement à Tunis. Voilà donc comment les choses se sont passées. Qu'est-ce qu'on en a tiré? Bien, on a tiré un grand enivrement. Ce peuple privé de vin a été saoulé, justement, a été enivré par ce grand événement historique. A suivi le grand événement de la chute des régimes, une grande effervescence, un grand enthousiasme, un grand enchantement, qui n'a pas beaucoup duré, malheureusement, puisque justement, la révolution a rapidement été détournée la révolution a été rapidement détournée de ses objectifs, comme on dit aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, ce à quoi on s'est aperçu, c'est la chose suivante. C'est que la révolution n'a été qu'un phénomène de surface. Elle a été une grosse fête, bien sûr, mais elle n'a été qu'un phénomène de surface. Ce qui faisait son avantage était devenu ce qui faisait son avantage avant les événements et peut-être pendant les événements,
est devenu une sorte d'inconvénient après les événements. Et tout le monde a applaudi, et moi-même j'ai écrit cet ouvrage sous l'enthousiasme d'une révolution qui réussit sans parti révolutionnaire et sans direction révolutionnaire. On en a vu deux dans l'histoire de l'humanité, l'histoire de la Révolution française et la Révolution tunisienne. Depuis, entre les deux, on a eu des révolutions planifiées, dirigées par des partis révolutionnaires. Et c'est pour cette raison, dit-on, qu'elles n'ont pas réussi, qu'elles ont fini dans la dictature, qu'elles ont fini dans des... etc. Vous voyez ? La Révolution tunisienne ouvrait en quelque sorte une nouvelle page, celle qui est restée fermée depuis la Révolution française. C'est le peuple qui fait la révolution. C'est le peuple par lui-même, par sa propre volonté, qui descend dans la rue et qui fait la révolution, sans aucune direction, sans aucun parti, sans rien du tout. Comme j'étais en train de le dire, de le décrire, c'est une rencontre contingente entre des éléments qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Or, voilà effectivement qu'au lendemain de la chute du régime, il fallait une direction. Il fallait une direction politique. Et il fallait mettre en place une autorité politique. Or, c'est là, effectivement, qu'ont commencé les grosses manœuvres, les grandes manœuvres. C'est là qu'ont commencé, en fait, les grosses combines, pas ? Et l'une des grosses combines, ça a été ce qu'on a appelé la haute instance de la protection, c'est ça, des objectifs de la révolution. Voilà. Donc, à mon avis, et ce n'est pas du tout un avis personnel, c'est un avis qui est partagé par beaucoup de monde. Et voilà, cette instance a été l'une des grandes raisons, l'une des raisons majeures de l'avortement, si on peut parler aujourd'hui d'avortement, puisque la révolution est en train de passer par un moment très 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 dangereux, très précaire, très très grave en fin de compte. Et puisque justement, qu'est-ce qu'il y a eu d'un point de vue théorique avec cette instance? Je passe d'abord, voilà, mais on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas le passer sous silence. Et d'abord, le mode de constitution de eh bien, on en a vu là-dedans se produire tous les miracles, en fin de compte. On a vu des personnes, des hommes et des femmes qui hier étaient les grands partisans du despotisme, faire partie, justement, sinon occuper les postes les plus importants dans cette instance. En fin de compte, il y a eu une dépossession. Il y a eu une dépossession. Je vous donne un exemple. Un de nos collègues qui a toujours chanté la gloire des despotes qui se sont succédés. Voilà, on l'a trouvé par quel prodige faire partie de cette instance. Des collègues sont allés photocopier un de ses derniers articles sorti en 2009 dans un grand journal de la place, à la une, ainsi libellé, voici les raisons pour lesquelles je vote Ben Ali. Ils ont photocopié cet article, un des collègues s'est mis à sa machine et il a rédigé l'une de ses belles œuvres, n'est-ce pas, une lettre d'explication, et a envoyé le tout en lettre recommandée à ceux qui dirigeaient cette instance. Et bien jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais reçu de réponse. Donc la manière de constituer cette instance, et puis les objectifs qui lui étaient assignés, eh bien, étaient déjà la première manœuvre pour faire échouer la révolution. Et d'un point de vue théorique, ce qui est intéressant, c'est de voir la chose suivante, c'est qu'une révolution, c'est d'abord, en fait, un soulèvement contre le statut existant, contre les statuts, contre le droit existant, contre la situation de droit qui est une dénonciation
de la situation de droit qui prévaut à un moment donné. Or, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec la révolution tunisienne? Eh bien, on a voulu, en quelque sorte, l'encastrer, la faire entrer de force dans un moule juridique qui était celui du despotisme. Autrement dit, on a traité une contestation du droit par l'imposition du droit absolu, par l'imposition du droit préexistant. On se révolte en fait pour mettre une révolution, c'est une suspension de tout l'appareil juridique en place. Or, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Eh bien, on a voulu imposer les structures juridiques en place pour gérer les affaires de la révolution. Et c'est ainsi justement qu'on a fini par la vider de son contenu. C'est ainsi que ceux qui ont fait la révolution ont été marginalisés. La révolution a été faite par les jeunes, n'est-ce pas? Eh bien, ceux qui en ont profité, eh bien, ce sont les partis en place, ce sont les riches qui se sont trouvés tout d'un coup les bras, les mains libres pour faire ce qu'ils veulent, imposer les prix qu'ils veulent, imposer le volume d'échanges qu'ils veulent, etc., etc. Et effectivement, c'est ainsi que je vais donc finir là-dessus, c'est ainsi qu'on est venu au phénomène islamiste. Voilà. Donc le phénomène islamiste n'est pas quelque chose de nouveau par rapport à notre société. Si, il est quand même quelque chose de nouveau. Bien, parce qu'il faut distinguer entre l'islam comme religion et l'islam comme fait politique. Vous voyez? Eh bien, l'islam comme religion a toujours existé, elle a toujours été un islam, on va dire tolérant, puisque j'ai coexisté avec ma mère, qui est une pieuse, analphabète pieuse, et qui pourtant a accepté que son fils aille dans les écoles, dans les universités d'Iroumi, qu'il soit un athée militant, qu'il prône des idées contre la religion. Ma mère m'a dit, oui, à chaque époque, ces hommes et ces femmes. Nous avons eu cette éducation, vous avez eu la vôtre. Eh bien, on a coexisté quand même, et j'ai eu la gloire, en fin de compte, d'envoyer ma mère au pèlerinage, bien que j'étais absolument contre, bien que je lui expliquais que c'était une absurdité totale, mais ma mère voulait y aller, donc voilà, j'ai donc financé ce voyage, et tout à fait dans l'amour de ma mère, dans le respect de ses idées, etc. Donc, ces deux Tunisies ont toujours existé, mais sans se heurter, parce que justement, les croyances personnelles n'intervenaient nullement dans la vie politique. Parce que la vie politique était autre que tout à fait, la vie politique concernait la chose publique, la res publica. Alors que, les croyances, on les avait pour soi. Personne ne pouvait imposer ses croyances. Et le peuple tunisien a coexisté dans cette ambiance. On n'a jamais eu de lutte religieuse, on n'a jamais eu de guerre de religion. La religion a toujours existé, mais elle est toujours passée à second plan, puisque la grande préoccupation de ce peuple, comme vous le voyez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui est bloqué entre le désert et la mer, eh bien, son grand problème, c'est d'abord de trouver les moyens de subsistance, c'est de trouver ces moyens les moyens de s'habiter, de se nourrir, de se loger, de se vêtir, etc., d'éduquer ses enfants, etc. Et la religion, les gens, ils croyaient, ils respectaient etc. Les dogmes, je ne sais pas quoi, les rites, etc. Or, voilà que éclate une guerre à des milliers de kilomètres de chez nous, qui s'appelle la guerre d'Afghanistan, contre l'intervention soviétique. Et c'est lors de cette guerre qu'une grande puissance a découvert les vertus de l'islam, puisque l'islam politique lui a permis de financer cette guerre par l'argent des pétrodollars et de la gagner sans y envoyer un seul soldat, par justement des fanatiques
fanatisés venus de tous les pays musulmans. Alors, c'est à partir de là que les Américains ont découvert les vertus de l'islam politique. Et tout le monde dit, malheureusement, Wikileaks ne nous a pas révélé ce document, qu'un document aurait été envoyé à la suite de la guerre d'Afghanistan à tous les pays arabes et musulmans, surtout les pays arabes, qui étaient menacés par des mouvements de gauche dans leur pays, leur demandant d'instituer des groupes islamistes pour faire le poids à une gauche conquérante. Et depuis, chez nous, notre président, notre premier président, qui a passé sa vie à lutter contre les institutions théologiques et religieuses, eh bien, il a accepté que l'un de ses ministres les plus dogmatiques institue de ses propres mains le mouvement islamiste, auquel on a ouvert les portes, on a ouvert les mosquées pour s'activer, pour mener sa vie politique, pour se transformer en mouvement politique. Et ce mouvement politique qu'on a réprimé hier, eh bien, c'est lui qui a gagné les élections. Mais j'ai trop monopolisé la parole. Je reviendrai sur les conditions dans lesquelles il a monopolisé la parole tout à l'heure, si vous voulez. Voilà, je vous remercie de votre silence, de votre silence, bien sûr, puisque j'ai pu développer mes idées. Et j'attends maintenant votre parole. Merci beaucoup. Normalement, je suis transparent. Mais je crois que là, je n'ai pas été suffisamment. Donc, il va certainement y avoir quelques zones d'ombre qui méritent d'être. Mais certainement, que vous n'êtes pas d'accord. Moi, les Tunisiens qui sont là, ne sont pas d'accord avec mon analyse, puisqu'effectivement, mon analyse engage un point de vue déterminé, celui auquel j'appartiens, j'ai toujours appartenu, et que je continue à défendre. Oui. D'accord. Moins on fait d'enfants, plus on fait la révolution. Oui, certainement. Mais pourquoi fait-on la révolution en fin de compte? Pourquoi fait-on la révolution? Eh bien, on fait la révolution pour une raison bien simple, parce qu'on est mal. Et pour demander une redistribution des richesses. Voilà pourquoi on fait la révolution. On fait la révolution parce qu'on est pauvre, parce qu'on est opprimé, parce qu'on est dominé, parce qu'on n'a droit à rien, etc. Parce qu'on est, voilà. Et donc, on fait la révolution pour demander sa part dans la distribution, dans la richesse nationale. Et dans notre cas, la révolution est venue, enfin, nous avons... La Tunisie est un cas d'école, hein, comme on dit. Et vous avez deux peuples, enfin, un peuple divisé en deux parties, en deux fractions, qui s'opposent sur tout.
riche, pauvre, densité, etc., densité faible, forte, faible, moyen de transport, inexistant de moyen de transport, moyen de culture, inexistant de moyen de culture, touriste, non touriste, bref, plage, non plage. C'est important lorsqu'il fait 45 degrés à l'ombre, chez nous, au mois de juillet et au mois d'août. Bon, peu importe la plage. Laissons la plage, c'est pas une raison pour laquelle on fait la révolution. Mais travail, non travail, bien sûr. Poste d'emploi sur le but littoral. Et un poste. Je crois que les chiffres, je crois qu'il y a. J'ai donné les chiffres dans mon ouvrage, sinon je les donnerai peut-être dans le prochain. Et on estime que pour un poste d'emploi créés dans l'intérieur, dans les régions de l'intérieur, 10 postes d'emploi sont créés sur le littoral. Donc là, la Tunisie est un cas d'école. Ce sont des inégalités, c'est l'inégalité absolue, et une inégalité exorbitante entre deux mondes, l'un tourné vers l'Europe, l'autre tourné vers... Vous voyez ? Et donc, ce n'est pas un hasard que les élections ont donné... que les villes qui ont voté pour les islamistes, soit les villes qui, j'ai les chiffres, je pourrais vous le donner. Donc, une ville comme Tataouine a voté à 80% pour les islamistes, etc. Donc, ils ont fait le plein dans les régions du sud, dans Sfax, il y a deux Sfax. À Sfax, il y a deux Sfax. Ah non, il y a deux Sfax. Il y a Sfax 1, Sfax 2. Ben oui, j'ai les chiffres. Mais quand on regarde le golfe du littoral, il y a eu l'exode rural, et quand on regarde Tunis, il y a Tunis centre, à peu près bourgeoise, et puis il y a les quartiers, même à Tunis même, à 2 mètres, on peut trouver l'extrême précarité, l'extrême pauvreté, la Tunisie de l'intérieur qui est là, et juste à côté, il y a le crâne, quand on regarde bien, Clermont-Ferrand, bien sûr, il y a toute la ceinture rouge. Non, mais dans les villes, mais qui entourent. Un vote important pour les islamistes, dans les grandes villes et les villes du littoral. Oui, mais c'est-à-dire que c'est pas. Voilà. Je ne dis pas que c'est une règle. Je suis d'une ville, d'une banlieue de Tunis, Amamlif a voté Nahda. Donc on est au pied du Bougorni, dans le bord de la mer. Ouais. Mais c'est parce que sociologiquement, les gens qui sont là, c'est la même chose que les déshérités. Ouais. Voilà. Oui, bien sûr, tout à fait raison, ce que tu dis là, tout à fait vrai. Néanmoins, bien sûr, lorsqu'on regarde les choses au plan microscopique, ça ne veut pas dire que Tunis soit tout riche, n'est-ce pas, ou que Sfax, ou que Sousse, ou que Bidel. Pardon. Mais lorsqu'on regarde la chose au plan macroéconomique, vous voyez, donc sur le plan de la Tunisie entière, vous voyez, ce sont les régions du littoral qui drainent, qui continuent à drainer jusqu'à aujourd'hui, et donc qui continuent à attirer, qui continuent à fonctionner comme des centres de rayonnement qui attirent justement les gens qui n'ont rien. Et qui, ça ne veut pas dire que ceux qui y sont dans le bonheur, loin de là, bien sûr, c'est normal. Mais disons que les chances qui s'offrent justement à trouver quelque chose dans ces zones, les chances qui s'offrent dans ces zones sont supérieures, de loin supérieures, à ceux qui s'offrent dans l'intérieur, dans les régions de l'intérieur. Et donc, tout le monde est d'accord sur cette coupure, les géographes, les démographes, les économies, surtout les économies, le pouvoir lui-même. Une des revendications fondamentales du GTT, vous voyez, depuis l'éternité, c'est de mettre fin à ce qu'ils appellent le déséquilibre régional. Et donc tout le monde en était conscient. Et même que les pouvoirs publics ont essayé à un moment donné, avec la venue de Mzali, eh bien, on a même fait passer une loi qui encourageait les capitaux
qui voulaient s'installer. On a constitué des zones d'investissement et on a accordé des coefficients à chaque zone. Et les zones de l'intérieur étaient, voilà, comment dire, marquées d'un coefficient assez élevé concernant les facilités fiscales, concernant les facilités de prêt, etc., etc. Vous voyez? Et donc, on a essayé, mais tout le monde en était conscient, c'est sûr, et tout le monde savait que ce craquement allait un jour se produire. Heureusement que c'est produit par la Révolution, parce que sinon ça aurait pu se produire par des scissions, on aurait pu voir la Tunisie se diviser en deux, se scinder en deux. Et heureusement que la Révolution a encore unifié le peuple tunisien. Bon, maintenant, les islamistes, enfin, avec l'arrivée des islamistes, on est en train, ce sont les salafistes qui sont en train de dresser les uns contre les autres, de dire ceux-ci sont, les uns sont croyants, les autres ne le sont pas, les uns sont, etc., musulmans, les autres sont athées, etc., etc., et qui, voilà, qui sont attaqués, en train d'attaquer tout ce qui représente quelque chose comme la modernité, quelque chose comme, voilà, comme... Et donc, c'est aujourd'hui que nous connaissons, nous avons connu, donc ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de ma pauvre mère, eh bien, c'était pour faire le contraste avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des familles divisées, parce que les uns sont ceci, les autres sont cela. Et ça devient, en quelque sorte, de plus en plus important et de plus en plus grave. Bon, alors comment sortir ? Bien, voilà, c'est aux partis politiques, aux organisations, à la société civile, effectivement, de nous tirer de cette... Ce qu'on constate, ce que j'ai constaté, moi, personnellement, depuis cette année, je suis rentré par 2 fois, eh bien, les 2 fois, je m'en vais chez moi, c'est-à-dire à l'intérieur, et ce que je constate, et ça objectivement, hein, je n'ajoute absolument rien du tout, un désenchantement absolu à propos des islamistes qui sont au pouvoir. Et autant les gens les ont accueillis en 2011, autant les gens regrettent aujourd'hui amèrement ce geste qu'ils ont fait. Une métaphore très poétique, bien que dramatique, bien que tragique même, bien que les littéraires aimeraient bien, que les poètes aimeraient bien, ce qu'on appelle le peuple en Tunisie, le peuple tunisien, c'est-à-dire les gens simples, les gens qui ont voté, les ouvriers, les paysans, les petits commerçants, etc., et qui ont voté en faveur des islamistes, disent ceci: le doigt qui a voté pour la Nahda, eh bien, je vais le couper. Et tellement de remords, tellement ils regrettent justement cet acte. Alors, est-ce à dire qu'ils vont voter pour d'autres? Est-ce à dire qu'ils vont voter? Bon, bien sûr, je m'abstiendrai de parler du tableau du tableau politique aujourd'hui. Sinon, on dirait qu'il est allé faire clairement, non pas faire le prof, mais faire le dirigeant du Front populaire, et de faire la... Bon, mais ça, cet esprit-là, je ne vais pas donc... mais c'est pour ça que je ne vais pas parler du présent, en fin de compte, enfin, plutôt de l'avenir, parce que, bon, je suis pleinement impliqué dans cette histoire. Ce qu'on constate, c'est une sorte de désenchantement. Il y a un peu le phénomène qui se produit en France, c'est-à-dire, autant les Tunisiens ont été enthousiastes à la Révolution et après la Révolution, c'est-à-dire que tout le monde est devenu politique, il y a une politisation totale, presque. Rares sont les familles qui ne discutent pas de politique. Autant aujourd'hui, on observe une sorte de désenchantement, et il se produit quelque chose comme en France, une sorte d'abstentionnisme qui devient de plus en plus perceptible, une sorte de condamnation de tous les partis.
On vous dira que tous les partis sont les mêmes. Et ils sont tous pourris, enfin pas tout à fait comme on dit en France, mais en Tunisie on dit ils sont tous attirés par le pouvoir, chacun veut le pouvoir, chacun veut avoir sa part du gâteau, et ils ne pensent pas, se disant, à la chose publique, à l'intérêt public, à l'intérêt du peuple, à l'intérêt du pays, et donc chacun veut tirer le drap de son côté. Voilà ce qui est un peu grave, vous voyez, pour un peuple qui vient de faire la révolution, quand même 2 ans après, vous voyez, comme le dit le titre de notre causerie aujourd'hui. Et 2 ans après, la déception est en train de s'installer, vous voyez, le désenchantement est en train de s'installer. Pourquoi ? Eh bien parce que apparemment les gens ont voté massivement pour un parti qu'ils croyaient représenter Dieu sur terre. Bon, bien sûr, on me dirait, c'est naïf, mais le peuple est naïf. Le peuple est jaseur, dit-on. Allez lire Jacques, c'est une merveille. Une merveille. C'est une naïveté ou c'est vraiment un manque de conscience politique? Il n'y a pas de conscience politique. Oui, ce n'est pas... Ils sont d'analphabètes. Ouais, Non, je ouais. pense qu'il n'y a pas eu non plus de démarche pour conscientiser vraiment le peuple politiquement et puis l'équitable, je pense. Ouais. Et le choix de Narda, à mon avis, est lié justement à ce manque de conscience politique. Et Ouais. peut-être que les intellectuels, eh bien justement, n'ont pas, anticipé et n'ont pas été assez auprès du peuple et dans les zones intérieures pour essayer d'alerter. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'analphabétisme. Comment ? L'analphabétisme en Tunisie n'est pas... Oui. C'est même le contraire, c'est ce que je disais. Oui, c'est-à-dire qu'il faut... C'est éduqué. Ouais. Les générations, ça dépend des générations. Oui, mais la génération après il y a eu... tu as parlé de Parce qu'il y a une l'importance de éducation l'éducation. suffisante pour leur permettre de Il y choisir. a une grande politique quand même d'alphabétisation. C'est pour ça qu'il y a un afflux important vers pas assez d'universités, mais il y a eu généralisation de l'école obligatoire pour les garçons et pour les filles. Ben oui. Et puis les conditions dans lesquelles Le taux d'alphabétisme, c'est pas comparable au Maroc. C'est pas comparable au Maroc. C'est très complexe en fait, c'est très complexe. Oui, certainement. La Tunisie, c'est vrai qu'il faut bien lancer, effectivement. Est-ce que c'était pas plutôt un peuple de contestation, comme vous disiez, en fait, un refus de l'état de droit présent? Donc le seul parti qui proposait ça, c'était le parti de l'islam politique. Donc voilà, ils sont tous allés par là. Maintenant, ils sont déçus, effectivement. Mais au lieu de se parler d'un désenchantement au présent, est-ce que finalement, il y aurait pas un regain une fois qu'ils voient... un saut, Voilà, un saut, qu'ils ont compris que c'était pas ça la solution. une secousse. Non, parce qu'il était exilé aussi, le responsable de la plaque était exilé. Ouais. Donc il y a aussi qu'à jouer sur le plan, je pense. Ce que je dirais, moi, c'est que il faut distinguer deux choses. En fait, distinguer le niveau d'alphabétisation en Tunisie est assez respectable. La scolarisation de masse, bien sûr. Les universités, nous en avons 13. Alors, et donc, les étudiants, je vous ai dit qu'en 2010, 350 000, sinon 360 000. Donc, mais il y a un phénomène parallèle, c'est que autant les Tunisiens étaient informés, autant de diplômés, autant on avait de médecins, on avait etc. Autant la chose politique était quelque chose de prohibé. Voilà. Donc, en fin de compte, l'absurdité, voilà l'une des absurdités de l'après-révolution, voilà l'une des raisons pour lesquelles j'en veux justement cette haute instance, c'est d'avoir organisé des élections 1 an après la Révolution chez un peuple qui ne sait ni ce que c'est que voter, ni ce que c'est qu'un parti, ni ce que c'est qu'une association, ni la différence entre un parti et une association, ni les différences entre les partis, ni ce qu'est l'État,
ni ce qu'est le Parlement. Un peuple inculte politiquement, parce qu'on a tout fait pendant des siècles, et depuis l'indépendance, pour l'éloigner du politique. Le politique est un tabou dans ces pays. Donc on parle de tout. Les Tunisiens sont devenus super experts en matière de foot. Alors vous allez dans les cafés, vous trouverez des groupes qui discutent techniquement de tel ou tel match pendant toute une journée. Tous les dimanches, les Tunisiens n'avaient droit qu'à deux choses. Le sport, le foot en l'occurrence, et la prière. Vous trouverez les Tunisiens courir pour être à l'heure de la prière. Ils se lèvent à 4 heures du matin pour aller à la prière du matinal. Et ils sont devenus techniciens, bien sûr, dans les choses de la religion, comment faire ses ablutions, s'il faut commencer par la droite ou par la gauche, s'il faut faire etc., 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 etc. Alors, voilà de quoi était faite la culture despotique. Oui, Oui, mais le succès de Nana, c'est parce qu'il y a trop. Il y a 160, 180 listes, je crois. 180 listes aux élections. Oui. Ben, c'est ça aussi qui a gagné. Ouais. mais c'est le paradoxe Pour un de mode la liste. révolution, parce que, monsieur, Arnold, qu'est-ce que tu veux enfin, comment, bon, il y a eu la révolution, il fallait organiser des élections, on n'allait pas garder le pouvoir pendant 10 ans, le temps d'instruire le peuple. Oui. C'est ça le paradoxe de l'après-révolution, Oui. c'est qu'il faut, il y a plus d'institutions, toutes les institutions sont caduques, il en faut quand même une. Le peuple sort d'une révolution quand même, c'est un acte politique quand même. Oui, sûrement, c'était sûrement, un acte politique fait ouais. par le peuple, Ouais. un culte qui est tout un culte qu'il était. Mais il faut quand même que le peuple réclamait tous les jours. Hein. Il y avait une vacuité, il fallait une instance légitime. Et donc, ça fait partie des paradoxes. On n'allait pas dire au peuple, on va d'abord vous instruire, Ouais. ensuite vous faire voter. Ouais. Il fallait que le peuple vote, qu'il s'exprime. Ouais. Et qu'il y ait une... Donc, il y a eu la réclamation d'une assemblée constituante. Donc, c'était pas le vœu vraiment des Tunisiens. des spécialistes du droit, je crois, parce que... Si. C'était une revendication du peuple, ça, l'Assemblée constituante, et des partis, c'était le peuple qui le premier a défendu cette idée. Donc un parti d'extrême gauche. Mais je le comprends, moi ça m'a fait plaisir, parce que c'est bien sûr l'affiliation de la Révolution française. Ouais. Une révolution du peuple Ouais. débouche sur une assemblée constituante. Donc ça fait partie des paradoxes Ouais. d'une révolution. On met les institutions et toute légitimité, mais il faut quand même une qui ne l'est pas tout à fait, mais qui tient lieu d'eux. Et puis elle ne peut pas durer longtemps, le peuple, il faut qu'il vote. Et puis après, l'islamisme, c'est aussi, on pourrait faire la même chose, la conclusion sur l'imbrication des causes et la chimie qui fait que ça advient, c'est pareil. L'islamisme en Tunisie, il faudrait des journées pour finir de discuter de tous les phénomènes qui ont conduit à ce vote. Oui. Non, moi, je ne dis pas que la solution est fausse. Non. Mais je dis que tout dépend de la programmation de la vie politique. Tenez, par exemple, il y a 4 jours, j'ai entendu sur RFI que les révolutionnaires entrés en Bangui ont projeté de faire les élections dans 3 ans. J'ai applaudi. J'ai dit, voilà une manière sage de faire de la politique. Pourquoi? Parce que dans notre cas, il fallait... Lorsque j'étais rentré l'été en 2011, j'ai dit à tous mes amis, Sartre a écrit au lendemain de la libération, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation. Moi, je dirais que nous n'avons jamais été aussi libres que sous le provisoire. Laissant le provisoire durer. Parce que ce gouvernement provisoire, c'était un gouvernement précaire. Donc, on était sûr qu'il n'allait pas... Il a fait quelques forfaits.
l'histoire de Agrbi qui était parti, etc. Bon. Mais on était quand même en train de construire une société, une nouvelle société. Et il fallait prendre le temps d'expliquer, de laisser les partis. On a fait les élections avec 120 partis. 180. Ou 160 à l'époque. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Mais c'est du n'importe quoi. Alors que là, c'est normal, c'était un G. Aujourd'hui, ils se réduisent comme chacun. Donc, ils se regroupent. Aujourd'hui, nous avons 3 grands pôles. Bon, et sous lesquels les gens sont regroupés. Et ça va continuer. Certainement que demain, les deux vont se retourner contre nous, s'allier contre nous. C'est certain, ça. Donc, et ça va continuer. Et finalement, on va arriver à un clivage gauche-droite. Droite libérale, droite islamiste. Bon, d'un commun là. Mais, et donc, vous voyez, il fallait laisser le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour que les Tunisiens apprennent à pratiquer la chose politique, qu'ils apprennent à appartenir à un parti, qu'ils apprennent à le défendre, qu'ils comprennent ce que c'est que les élections, les enjeux. Mais venir jeter à la figure des élections un peuple qui n'a jamais voté de son histoire. On ne pouvait pas faire autrement. C'était quand même une absurdité. Mais non, on pouvait reporter les événements. Voilà le débat. L'explosion. Voilà, le débat Mais bon, continue. ce qu'il faut Bien dire, sûr, c'est un que débat l'affaire tunisien. continue. Voilà, et On est dans la construction. voilà. Bah, le débat continue, hein, il n'est pas clos. Hein. Voilà, nous continuerons à le... On vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de cette partie de plaisir.